Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Bon, on trouve le moyen d'en rire, Alexandre, mais c'est certain que pour les gens qui sont en charge, entre autres dans une ville comme Montréal, des opérations de déneigement, c'est tout un casse-tête. Oui, il faudra au moins 8 jours là, pour déneiger les rues, les trottoirs de Montréal. On a dû ajuster aussi notre stratégie, c'est-à-dire envoyer les effectifs plutôt que d'aller dans une stratégie de déneigement. Il faut la sortir, cette neige-là, avant même d'ouvrir certaines rues. Et c'est un record. Là. On n'a pas vu ça depuis 127 ans, 72 cm de neige en 4 jours à Montréal. Des conditions très difficiles qui ont compliqué les déplacements, entre autres même le REM aussi qui a été interrompu en pleine heure de pointe. Et là, les dernières nouvelles... Ouais, ce matin, parce que là, hier, c'était une journée horrible. Là, hier matin, ça fonctionnait pas. Hier soir, il y a eu un arrêt. Alors, on parle de ralentissement. Un problème d'aiguillage qui cause, selon le REM, un ralentissement du service sur le réseau dans les deux directions. On estime la fréquence à 22 minutes au niveau des trains. Et il y a des navettes d'autobus qui sont disponibles. Je sais qu'on est tous pas très intelligents, mais c'est très, très, très difficile à comprendre. Parce que si c'est un problème d'aiguillage, l'aiguillage, ça veut dire que je suis niaiseux, là, t'aiguilles pas bien sur les rails. Donc le train, il s'en va pas dans la bonne direction. Mais si c'est un problème d'aiguillage, tu peux pas avoir aucun train. Mais si t'es capable d'en envoyer un aux 22 minutes, pourquoi tu pourrais pas en envoyer au rythme régulier des 3 minutes? Ça veut dire que l'aiguillage, il est correct. Je comprends pas. Mais on va parler avec les représentants du REM tout à l'heure, sauf que là, ça devient pathétique. Là. À des moments où la recommandation, c'est prenez pas vos autos, venez pas encombrer la ville avec des véhicules de plus, il n'y a pas de place à les stationner. Que là, le transport en commun sur lequel on a tout misé, même on a enlevé des autobus, on a enlevé des transports sur la Rive-Sud en disant c'est le moyen. Alors que ça fonctionnait très bien, cette ligne-là. Là, ça fonctionne plus, là. Non. Ça fonctionne plus. Mais là, à répétition, là, je sais que les pannes, mais c'est du matériel neuf, puis ça fonctionne plus à répétition. Le REM, de cette semaine, là, c'est une triste comédie. Là. L'autre point d'interrogation, puisque à chaque fois qu'il neige, ça a l'air bien compliqué, le REM. Alors, dans la conception, j'ose espérer que... On avait prévu un hiver de neige. On avait prévu un hiver au Québec. À chaque année. Je veux pas vous surprendre personne. Parallèlement à tout ça, il y a à peu près 200 écoles qui sont toujours fermées sur le territoire, principalement en périphérie de Montréal. Je vous fais entendre d'ailleurs Philippe Sabourin, le porte-parole de la Ville de Montréal, sur le changement de stratégie. On a même demandé à des jeunes là, qui n'avaient pas d'école hier de sortir leur pelle. C'est quand même particulier comme tempête, ce qu'on est en train de vivre. Voici Philippe Sabourin. On a, dès ce matin, délesté l'opération de déblaiement pour faire du chargement de neige. On a à peu près 50% des trottoirs à Montréal qui sont pas praticables. Ouais, c'est un aveu bien simple. Il y a quand même... j'ai vu des commentaires des gens qui étaient pas patients avec la Ville de Montréal, qui disaient c'est pas une excuse, on paye des taxes, on a besoin de nos trottoirs. Mais là, j'avais le goût de répondre à l'impossible, nul n'est tenu. Là, quand les chenillettes peuvent pas avancer, parce qu'il n'y a plus de place où pousser la neige, là, t'sais. Puis je comprends quand il reste juste, quand elle peut pas partir sur les côtés, tu la pousses devant. Mais là, devant, à un moment donné, il y en a par-dessus le toit. C'est pas long qu'il y en a par-dessus le toit de la chenillette. Il y avait de beaux gestes de solidarité, j'ai trouvé hier. Beaucoup de pelleteux qui allaient venir en aide à d'autres. J'ai trouvé ça le fun, ça, hier. Oui, il y a eu ça sur les réseaux sociaux. Oui. On voyait l'entraide. Dans ces malheurs-là, il y a toujours l'entraide. Tempête qui est maintenant dans l'est du Québec. Et là, ça a été assez chaotique, entre autres, sur la 132 qui ceinture la Gaspésie, parce qu'elle était fermée à plusieurs points. Là. Oui, c'est toujours fermé. D'ailleurs, il y a même des centres d'hébergement qui ont dû être rouverts pour certains automobilistes qui sont restés coincés sur la 132. Pas de collision majeure, là, selon ce que rapporte la Sûreté du Québec, mais quand même, le ministre de la Sécurité publique a confirmé que des centres régionaux de coordination gouvernementale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie et de la Madeleine allaient être mobilisés pour soutenir les municipalités touchées. D'ailleurs, dans certaines municipalités, on a dû interrompre le déneigement tellement que les conditions étaient exécrables. C'est ce qu'on a vécu à Métis-sur-Mer, où Environnement Canada parle pour l'Est du Québec de la pire tempête en 10 ans. On voyait des images de nos collègues de l'Est du Québec dans les bulletins de nouvelles hier. On voyait sincèrement ni ciel ni terre. C'est parce que quand tu te promènes dans le stationnement ici, puis tu trouves qu'ils vendent à écorner les bœufs, je peux-tu te dire que dans le golfe Saint-Laurent... Oui! Il y a une petite draft là aussi, hein, C'est Mario? déjà dans la vraie vie de tous les jours, il y a toujours une espèce de 40-50 km/h de c'est vent. ça, là, le vent de base. Ouais. Là. Pas pour rien qu'ils mettent des éoliennes là-bas, puis ça a beaucoup de succès. Moi, j'ai grandi pas complètement dans le golfe, dans l'estuaire du Saint-Laurent. On avait, je dis souvent ça, puis je fais rire les gens,
nous autres, on tenait vraiment à manger dehors, à avoir une terrasse, puis là, c'était l'enfer. Et à un moment donné, Marie-Claude a trouvé des napperons de table, peut mettre en pneus recyclés. En pneus recyclés? J'adore ça. C'était pesant et collant, c'est-à-dire que ça ça colle sur la table. Le vent peut pas s'insérer en dessous. C'est pas collant, mais c'est un côté quasiment comme une ventouse. Oui. Et ça, on déposait ça à notre place à table. Hey, mais c'est brillant. Puis il partait pas au vent. Nous, on avait des barres d'aluminium qui étaient faits par Alcoa, des genres d'objets promotionnels que tu mettais sur les napperons pour pas que ça Ça partait au vent. Mais bon, c'est sûr qu'avec votre truc, ta salade goûte un peu le caoutchouc, mais non, bon. non, mais là, ta salade, tu manges pas sur une mais napperon. l'odeur. On utilise des assiettes dans le Bas-Saint-Laurent. On mange pas direct sur Non, une mais napperon. l'odeur. Ah, les gens de l'Abitibi. Bon. On est fancy. On revient sur cet accident d'avion à Toronto. Il y a quand même... parce qu'à un certain point, l'aéroport disait tout le monde est correct, mais tout le monde n'est pas correct. Il y a des blessés graves. Oui, il y a 17 personnes qui ont été blessées, dont 3 qui sont blessées plus gravement. Par contre, la vie d'aucun des blessés n'est en danger, selon le dernier bilan. On va faire une autre mise à jour. Donc, il y a aujourd'hui. un petit enfant dans le groupe. Là, oui, exactement. Et actuellement, c'est l'enquête terrain. Là. C'est le Bureau de la sécurité des transports qui poursuit son enquête aujourd'hui. Il y a 2 pistes qui sont encore fermées, le temps de mener cette enquête-là. Ce sont des fermetures qui pourraient conduire à des retards dans les départs, dans les arrivées à Pearson. On a vu hier des vols déroutés, même jusqu'à Montréal également. Des scènes qui ont fait le tour du monde et des réseaux sociaux lorsqu'on a vu ces premières images de cet avion de Delta complètement renversé, donc sur le toit. Des vidéos amateurs aussi qui ont été tournées à l'intérieur de l'appareil où on voit des gens là être évacués par les agents de bord, sortir, mais c'est quand même particulier de voir les sièges au plafond. Oui, les sièges au plafond, puis les gens marchaient sur le plafond, on aime moins ça. Là, non. Alors, qu'est-ce qui a causé ça? Est-ce que là, il y avait toutes sortes de thèses, notamment de la part d'un expert qu'on fait souvent en entrevue ici, Jean Lapointe, pilote de ligne à la retraite. Quelles sont ces hypothèses-là? Il y avait des bourrasques jusqu'à 70 km/h. Est-ce que ça a été un élément qui a contribué à ça? Il soulevait aussi la possibilité qu'il y ait eu un affaissement du train d'atterrissage, une crevaison, turbulence mécanique en raison d'un appareil qui avait atterri un peu avant. Il y a différentes pistes de solutions, mais quel incident du côté de Pearson à Toronto? Oui, évidemment, c'est toujours très, très, très enquêté, mais celui-là, on va le suivre. C'est... je pense que c'est... Stress. Moi, je l'ai vécu dans des petits Cessna parce que j'ai quand même fait dans ma carrière politique des petits avions. Oui. Le fameux atterrissage au vent, là. Je veux dire, parce que là, tu vois tout là, dans un 6 places, là, tu vois dans vite la même chose que le pilote. Puis tu dis, OK, là, on arrive de travers, on est rendu proche du sol. Mais là, quand il arrive au sol, au dernier moment, parce que c'est pour combattre le vent, au dernier moment, il redresse l'avion, il remet le nez en avant, puis boum, là, t'as atterri à perfection, puis là, tu finis par te dire, OK, le type en avant, il sait vraiment ce qu'il fait, mais l'atterrissage dans des vents, c'est un défi technique en soi. Alors, puis rassure-nous, là, ton avion de Paris est arrivé du bon bord. Oui, c'était un vol très, 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 très facile. C'est une journée cruciale aujourd'hui pour ce qui est des discussions au plus haut niveau pour essayer de mettre fin à la guerre en Ukraine. Et ça se passe en Arabie Saoudite. C'est particulier parce que ce sont des discussions uniquement entre les États-Unis et la Russie. Autour de la table, l'Union européenne n'est pas là. Et l'autre principal intéressé, l'Ukraine, n'est pas là non plus. Alors, ça découle d'un appel téléphonique, souvenez-vous, la semaine passée, entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Actuellement, cette rencontre-là en Arabie Saoudite réunit les chefs de diplomatie, des envoyés spéciaux, des ministres saoudiens. Alors, ce matin, il y a des participants qui ont laissé entendre qu'ils s'attendaient à des progrès d'ici 2 à 3 mois. Éventuellement, M. Zelensky va arriver aussi là, sur place, mais de quelle façon tout ça va se coordonner cette semaine? Il reste encore bien des questions en suspens. Mais si j'étais un citoyen ukrainien, ben tu sais, je veux dire, mettons-nous dans la peau. Là. Je sais pas, mais Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, fait un sommet avec Emmanuel Macron pour parler de l'avenir du Québec. Puis on n'est pas là. Puis on n'est pas là. Ça nous fatiguerait. Là. On en chialerait un méchant coup. Je me mets dans la peau des Ukrainiens, puis je parle même pas de Zelensky, mais l'Ukrainien moyen, le citoyen, dit OK, là, on discute. Notre territoire a été charcuté, on est en guerre, on a eu des dommages énormes depuis 3 ans. Et là, on discute de notre avenir en Arabie Saoudite, puis nous, on n'est pas là. Et tout ce qu'on sait, c'est que Donald Trump, avant hier,
il voulait faire un deal pour ramasser la moitié de nos ressources minières. Oui, pour les en guise États-Unis. de compensation, parce que les États-Unis ont mis des milliards et des milliards dans cette guerre-là. Alors, J'aimerais ça. Donald va être compensé. Voir la situation inverse, comment lui réagirait, M. Trump. Je pense pas qu'il serait d'accord avec ça, C'est ça. que deux pays étrangers discutent de l'avenir des États-Unis, effectivement. Les factures au restaurant pourraient augmenter? Oui, c'est ce qu'on apprend dans le journal ce matin. En fait, c'est qu'il y a une tarification imposée pour la collecte sélective par Éco-entreprise Québec, là, qui gère cette collecte-là depuis le 1er janvier. Bien, la tarification a triplé. Alors, les principales chaînes de restaurants du Québec, dans le journal, dénoncent une situation qu'ils considèrent comme abusive, inéquitable, et les petits commerces sont exemptés de ces frais supplémentaires-là. Alors, résultat, le fardeau financier repose en grande partie sur les épaules des chaînes de restauration. Et prenons l'exemple de la chaîne Béné et compagnie, qu'on connaît bien. Bien, dans leur cas, l'augmentation des coûts de recyclage est d'environ 15 000 $ pour chacun de ces restaurants. Et ils en ont plusieurs, des succursales. Alors, lorsqu'on additionne tout ça, on est rendu à au-delà d'1 million. Et les restaurateurs essaient, dans la mesure du possible, de ne pas refiler la facture aux consommateurs, mais c'est pas toujours possible. Il y a plusieurs chaînes de restauration qui dénoncent donc le fait qu'Éco-entreprise collecte une très petite proportion des entreprises qui produisent des matières et le fardeau se retrouve sur leurs épaules. Et une des frustrations, là, ce que je comprends, c'est que là, on a divisé, dans le fond, on dit le coût du recyclage ne doit pas être payé par les municipalités, il doit être payé par ceux qui produisent le carton. Tu mets une boîte de carton de poulet sur le marché, il faut que tu payes pour le recyclage de ta boîte. Mais dans les faits, on a exempté certains plus petits commerces, je comprends pourquoi, mais on a aussi exempté, de facto, Amazon, qui est le plus gros producteur de carton, mais à mon avis, de loin, qui emballe en double, en triple. Amazon, étant un Américain, paye pas ces droits-là. Et donc, ça veut dire que c'est Benny va payer pour le recyclage de toutes les boîtes de carton d'Amazon? Il y a des méchantes questions, là. Des méchantes questions qui se posent. Décès d'une grande dame de la littérature acadienne. Antonine Maillet, qui est décédée à l'âge de 95 ans dans la nuit du 17 février. Une pionnière, on dit une figure maternelle de la littérature acadienne avec ses romans, ses contes, ses essais, son théâtre, ses monologues. Bien évidemment, la Sagouine, où on réalise que les réalités locales sont des thèmes universels. Elle a remporté le Goncourt en 1979. C'était la première non-européenne, la seule Canadienne aussi à l'avoir remporté avec la Pélagie La Charret. Son œuvre, La Sagouine, d'ailleurs, c'est ce qui lui aura permis de quitter sa carrière d'enseignante en 1975. Oui, parce que c'était un doctorat en littérature de l'Université Laval, prof de littérature. Elle enseignait dans des grandes universités. Elle a quitté tout ça pour écrire à temps plein à un certain point. Oui, puis à faire entendre l'Acadie, le français, à l'international. Puis ses œuvres ont été traduites dans différentes langues aussi. Donc, c'est l'Acadie puis la francophonie qui brillaient partout. Elle a été vue au Salon du Livre de Montréal en novembre dernier. Elle allait bien, elle était en pleine forme. Les drapeaux, d'ailleurs, on parlait de l'université, vont être mis en berne à l'Université de Moncton, où elle a été chancelière de 89 à 2001. Elle est restée omniprésente et les gens disaient, elle a tellement de grandes connaissances littéraires, elle n'a pas de notes, elle connaît tout, elle est impliquée. Ça aussi, c'est sorti. Et Edith Butler. Edith Butler, je lui ai parlé hier. Elle était très émotive. Il faut dire qu'elle connaît Antonine depuis qu'elle a 16-17 ans. C'était sa professeure à l'époque au Collège Notre-Dame. Et par la suite, leurs vies se sont chevauchées. Elle a fait partie de ses pièces au Théâtre du Rideau Vert. Elle dit que c'est une maître pour elle de vie. Elle n'est pas juste une maître littéraire, une maître de vie. Et je lui ai demandé à Edith Butler, c'est quoi le legs qu'Antonine Maillet laisse? Oh, le legs est énorme! C'est pas juste des livres, c'est pas juste des pièces de théâtre, c'est une façon de vivre, une façon de parler. Elle a transporté avec elle et elle fait connaître à travers le monde tout le bagage culturel acadien, les us, les coutumes, les traditions. Elle dit souvent, moi, je lis à voix haute ses textes pour entendre la couleur des mots acadiens. Puis je lui demandais comment elle était dans la vie, comment c'était de la côtoyer. Elle était pareil comme quand on la voit parler en télé ou dans les conférences. Elle était toujours pareille, Antonine. Elle était vraie. J'ai jamais vu une personne si vraie et si directe. Et elle avait pas peur des mots, puis elle avait pas peur de dire les affaires. Puis, pour un petit bout de femme, elle était pas haute, elle était pas grande. Une petite femme, mais mon Dieu, elle pouvait affronter n'importe qui. Elle a affronté n'importe qui aussi. Et beaucoup des grands personnages, elle a dit directement à Macron, vous n'avez pas le monopole du français, vous autres en France.
Ouais, ça, c'est important. Mais elle a vraiment donné une voix à l'Acadie, là, parce que, bon, tu sais, l'histoire des Acadiens, on la connaît, de la déportation. Puis ça reste au Canada, tu sais, on pourrait dire un peuple ou une nation sans province. Là, ils sont à moitié du Nouveau-Brunswick, mais qui est quand même majoritairement anglophone. Puis ou même, il y a même un mouvement là, pour faire reculer le français. Fait que, tu sais, ils sont... la culture acadienne, la réalité acadienne, pendant une longue époque, avait pas tant de voix. Puis il y en a plein d'autres qui ont suivi, le Marie-Jo Thériault, tu sais, il y a des textes qui ont suivi. Mais elle a vraiment ouvert une voie pour refaire entendre autant l'accent que la vie, que la réalité, que l'histoire des Acadiens. Là. C'est beau qu'elle soit restée là-dedans puis qu'elle ait écouté cette voix-là, justement. On dirait qu'aujourd'hui, on veut tout le temps s'aseptiser puis être comme les autres. Puis elle a juste suivi ce qu'elle était. Avec Edith Butler aussi, on a parlé de ses 95 ans parce qu'ils les ont célébrés ensemble. C'était une superbe fête. Ça a été de super moments parce qu'ils sont restés en contact, les deux femmes, là, jusqu'à la toute fin. On a fêté ses 95 ans au printemps. Et elle était encore en pleine forme. Elle avait un peu de difficulté à marcher. Mais mon Dieu, elle avait l'œil tellement pétillant que j'ai photographié ses yeux. Et après ça, je l'ai peint. J'ai peint ses yeux, j'ai dessiné ses yeux tellement qu'ils étaient magnifiques. Pour une femme de 95 ans, les yeux incroyablement beaux. Et pétillants et plein de vie et plein de joie. Et à quelque part, tu sais, ça m'a fait beaucoup de peine d'apprendre qu'elle était morte, mais au fur et à mesure que la journée s'est passée, je me suis réjouie à quelque part que cette femme-là a réussi sa vie. Elle a réussi sa vie. C'est une joie, cette personne. Réussi sa vie, est quand même célébrée, bien consciente et bien lucide, ses 95 ans, c'est réussi une vie, une longue vie. Ah voilà, donc un bel hommage quand même à travers l'image des yeux. Ben, le Canada s'est trouvé un chemin, s'est frayé un chemin pour refaire la finale de cette grande compétition des nations là, qui finalement prend toute une tournure politique. Ça va être complètement fou. Là. Sincèrement, ce match-là, grande finale, mettez ça à votre agenda jeudi, Canada-États-Unis au TD Garden de Boston. Moi, j'étais au restaurant. La foule sera pas du même bord que samedi soir. Là. Non. J'étais au resto avec mes collègues de Salut Bonjour, puis on regardait le match sur les télés, puis tu sais, 3 bagarres en à peu près 10 secondes. Le ton était donné, l'hymne national aussi américain qui a été copieusement hué. On espérait avoir un match revanche entre les deux équipes. On l'a. Maintenant, je vous explique un peu ce qui s'est passé hier. Le Canada avait besoin absolument d'une victoire en temps régulier contre la Finlande. Là, tu te dis, après 2 périodes, c'était 4-0. Début de McDavid. McKinnon a marqué 2 fois et Point. Arrive la 3e période. La Finlande en score 3. Oups. Là, tu te dis, qu'est-ce qui va arriver? Pression très forte. Bennington avait été très bon quand les Finlandais lançaient pas. Mm-hmm. C'est ça la clé. Mais là, parce qu'on disait Bennington avait été ordinaire dans les 2 premiers matchs. Puis là, hier, quand il n'y avait pas vraiment de lancers ou des lancers de loin, peu de lancers et des lancers de loin, Bennington avait été correct. Mais quand ça s'est mis à bombarder un petit peu en 3e, ça rentrait 1, 2, 3. Non, parce que là, c'était rendu 4-3. Là, il restait une minute. Retire son gardien. Et là, Crosby, capitaine Canada, a marqué dans un filet désert finalement pour donner la victoire au Canada qui assurait sa place en finale. Maintenant, dans l'autre match, c'était pas tant important au niveau du classement, mais il y a quelque chose qui a quand même été important dans cette défaite des Américains, de 2-1 contre la Suède, qui essayait de sauver son honneur dans ce tournoi-là. C'est Brady Tkachuk qui a retraité au vestiaire après avoir chuté et entré en contact avec le gardien suédois. Donc, on va surveiller son état de santé. Mais son frère jouait déjà pas, là. Exact. Son frère, Matthew Tkachuk, ne jouait pas, tout comme Austin Matthews. Les deux étaient incommodés par des blessures. Ouais. Ce sont 3 éléments hyper importants de l'équipe américaine. C'est pas exclu, ils diront jamais, mais c'est pas exclu que Matthew Tkachuk se soit blessé dans les conneries de bagarre de début de match. Là. C'est sûr. C'est un très bon point que tu soulignes là. Ça, c'est clair. Alors, la table est mise. Et là, il y aura toute une... l'anticipation de ce match-là va être incroyable aussi d'ici jeudi. On va analyser ça, décortiquer ça. Mais moi, le match des étoiles... C'était bien de le renouveler là, dans la Ligue nationale de hockey. Mais la formule de la confrontation des 4 nations, dans le contexte actuel, Mario, là, on peut pas demander mieux. Il faudrait cesser de huer, par contre. Là. Ça me tape sur le chaud. T'aimes pas ça? Huer non, mais Isabelle, c'est qu'elle est sensible à la pauvre personne qui chante. Oui. Oh là là. Ça sent